Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers téléspectateurs, internautes de Média France TV, bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir nous accueillons Leïla Witzman, conseillère municipale d'Haguenau. Bienvenue à toi Leïla. Merci de m'avoir invité. C'est nous qui te remercions, j'espère que tu vas bien. Tout va bien, Tout va bien. Et toi aussi j'espère. Ça va. En tout cas nous avons bien commencé la nouvelle année. J'espère toi aussi. Oui, et nos meilleurs vœux à tout le monde. Merci. Alors, Leïla Witzman, elle est conseillère municipale d'Haguenau. Elle est élue depuis 17 ans. Elle a été à plusieurs fois tête de liste dans sa ville, 2 fois au nom du Parti Socialiste et 1 fois sans étiquette. J'espère que je me trompe pas. C'est tout à fait ça. Et tu as été à plusieurs fois candidate aux élections législatives et cantonales, mais on va en parler par la suite. Alors, Leïla, il y a une question qui me vient à l'esprit lorsqu'on parle de la ville d'Haguenau. Est-ce que pour toi, la gauche a une capacité à gagner une élection locale, sachant qu'elle n'a jamais gagné une élection dans cette ville? Concrètement, je veux dire, tu fais quand même carrière dans l'opposition depuis 17 ans, quoi. Oui, effectivement, une vraie carrière dans l'opposition. En fait, Haguenau, il faut savoir que Haguenau, c'est un territoire de droite, mais historiquement de droite. Et pourquoi c'est une ville qui est très difficile à prendre pour la gauche? C'est déjà parce qu'en termes de politique, on ne peut pas parler de droite dure, on parle plutôt d'une démocratie chrétienne, très associative. Le centre démocrate chrétien. Oui, c'est quand même de la droite, parce que sur des valeurs fondamentales, familiales, tout ça, il y a quand même, ça reste quand même à droite, mais sur le plan de la gestion, ils ont toujours su répondre aux besoins sociaux de la population, c'est-à-dire que nos services sociaux fonctionnent très bien, nos services sociaux fonctionnent très bien. Il y a eu des investissements en termes de transport. Ils font une politique quand même qui est du centre, même si c'est une ville de droite, puisque notre maire soutenait Fillon à la présidentielle, était député quand même apparenté à l'époque UMP. Voilà. Ensuite, en LR, il a soutenu Fillon pour la présidentielle. Je veux dire, après, on ne peut pas dire que c'est pas une ville de droite. Mais sur le plan du fonctionnement, c'est vrai que historiquement, ça a toujours été une ville où les élus ont prêté une attention particulière à la population et à ses besoins. Donc c'est vrai que pour eux, pour l'électorat de Haguenau, droite ou gauche, en termes comme beaucoup de municipalités, je pense aussi, droite ou gauche sur le plan municipal, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais par exemple, dans une ville comme Haguenau, on a quand même un milieu, on va dire, industriel assez fort autour d'Haguenau. Il y a des grandes entreprises comme INA. Concrètement, le milieu ouvrier autour d'Haguenau, dans la ville d'Haguenau, aujourd'hui, il ne vote plus à gauche. Il n'a jamais voté à gauche, le milieu ouvrier haguenauvien. Parce qu'il faut savoir que Haguenau et sa circonscription, on peut parler du canton et de la circonscription, vous êtes dans un secteur qui est quand même riche. La vraie paupérisation, les vraies cités, ça n'existe pas à Haguenau. Je veux dire, Haguenau, c'est 3 immeubles. Je veux dire, sur le plan social, on fait ce qu'il faut, la ville fait ce qu'il faut. Et je sais, je ne devrais peut-être pas le dire parce que je suis une opposante. Mais c'est une réalité aussi. Oui, mais je suis dans l'opposition. En fait, moi, je combats pendant les campagnes électorales. Ensuite, j'essaye au mieux, avec mes maigres moyens d'opposante d'être dans une opposition constructive. Voilà. Quand on n'a pas le pouvoir, on est obligé de discuter et de se comporter de manière à ce qu'on soit entendu. Si on est agressif et violent en permanence, il y a des dossiers qui vous arrivent, il y a des citoyens qui vous écrivent ou qui vous appellent, il y a des dossiers que vous avez à gérer. Et si vous êtes en mauvais terme avec la municipalité, vous ne faites avancer aucun dossier. Et donc, vous êtes élu pour rien. Donc déjà que je n'ai pas le pouvoir, j'essaye au moins de pouvoir être efficace en entretenant des relations, je ne parle pas amicales ou quoi que ce soit. C'est la bonne entente de gestion. Quand les élections sont terminées, on est tous élus. Et l'objectif d'un élu, c'est de faire avancer sa ville.
servir la population. Enfin, d'essayer, quoi. Hein, je veux dire, c'est toujours, dans l'opposition, c'est pas toujours évident de faire avancer les choses, mais on y arrive en restant discret et en tirant pas trop la couverture quand c'est fait. Voilà. Alors, une autre question. Pourquoi tu as quitté le PS pour rejoindre la France insoumise? Je veux dire, pourquoi ce changement de fusil d'épaule? En fait, j'ai pas quitté le PS pour la France insoumise. J'ai quitté le PS. Il faut savoir que ma longue histoire, puisque c'est mon 3e mandat, avant de venir en Alsace, j'étais déjà adhérente du PS à 18-19 ans. J'ai siégé au Conseil fédéral à Metz avant d'arriver. Donc tu es de la grande région. Voilà, la grande région avant la grande région, c'était un. T'es une Lorraine. Voilà. Et à la base, voilà, moi j'étais socialiste de cœur et d'histoire, et je suis toujours socialiste au fond de mon cœur. C'est le Parti socialiste et le socialisme, ça fait longtemps que c'est plus trop en adéquation. Et donc j'ai quitté quand François Hollande a été élu. Il y avait déjà eu pas mal de choses au sein du parti, des décisions qui s'éloignaient de plus en plus de mes convictions personnelles. Mais quand François Hollande s'est fait élire sur un programme à gauche, en s'engageant à renégocier les traités européens dès son élection, et que dès son élection, il a annoncé que ce ne serait pas en son pouvoir de le faire, je me suis dit qu'on retombait dans des travers qu'avait connu le PS, de faire un programme de gauche pendant les élections et de devenir de bons gestionnaires centristes une fois élus. Et vous savez, quand vous êtes élu vous-même sur le plan local, vous êtes la seule identification pour les gens qui habitent votre commune. Et c'est vous qui vous prenez les remarques, comme quoi on ne respecte pas nos promesses, on n'a pas de parole. Et je voulais plus le faire. Parce que vous êtes, au niveau du public, vous êtes apparenté au gouvernement. Voilà. C'est-à-dire vous êtes son représentant, même si vous êtes dans l'opposition dans la ville, vous avez sa coloration politique. Voilà. Et donc, vous faites les frais du non-respect de leurs paroles ou de leur attitude. Je veux dire, quand on voit un petit peu le dernier gouvernement, on a dépassé... bon, c'était pompon, quoi. Je veux dire, même Sarkozy n'est jamais allé aussi loin qu'a pu faire François Hollande. Donc, il était, pour moi, impossible de songer à autre chose. Et quand est venu, un an avant la campagne présidentielle, j'ai lu le programme La France en commun. Et ce programme m'a interpellée et m'a plu. Et j'y ai cru. Et c'est pour ça que j'ai soutenu Mélenchon à la présidentielle et que j'ai accepté d'être sa candidate aux législatives. Voilà comment je suis arrivée. Et il faut savoir que Mélenchon n'est qu'un représentant. Moi, en fait, j'ai pas adhéré à Mélenchon. J'ai adhéré au programme de la France insoumise. C'est pas un parti, c'est un... C'est un mouvement. C'est un mouvement. Donc, ça aussi, ça a été un côté qui m'a attiré, le fait de pas me retrouver de nouveau dans un appareil où les tensions, on n'a pas besoin de le cacher, on sait qu'à Strasbourg, c'était toujours violent, quoi. Hein. Savant, tu connais l'histoire de Strasbourg aussi. Je veux dire, je ne mens pas quand on sait que, voilà, c'est une histoire de clan, de pouvoir, et ça n'a jamais été quelque chose que j'arrivais à gérer, moi, sur le plan humain. Parce que moi, je suis fidèle à mes convictions, fidèle à mes amis. Et quand je voyais des gens en qui j'avais confiance tourner leur veste et tout ça, ça crée du ressentiment, ça crée des bagarres parce qu'on monte au front. Et ensuite, quelques-uns trouvent des postes et lâchent tout le monde. Donc, je veux dire, tout ça, je ne voulais plus rentrer là-dedans. Et puis à mon âge, parce que plus ou moins j'avance dans l'âge, hein, je suis pas vieille, mais je vais dire que moi, la politique, c'est plus derrière que devant. Parce que, voilà, je l'avoue, hein, j'ai 48 ans. Et donc, je pense que je ne sais même pas si dans 5-6 ans, je serai encore là. Parce que c'est du bénévolat et je le fais aujourd'hui avec plaisir. Mais il y a une vie aussi dans la vie. Tout à fait. Sur les élections de 2014 à Haguenau, donc tu étais sans étiquette, mais avec le soutien de la France insoumise. Non.
Aucun soutien. Aucun soutien. En fait, j'avais pas prévu de faire de liste. Et il m'est arrivé aux oreilles que le PS était en incapacité de faire une liste sur la ville de Haguenau. N'étant plus au PS, il était évident que j'allais pas faire une liste PS. Donc, un mois avant l'élection, quand les rumeurs se sont confirmées qu'ils n'avaient pas les 40 personnes, et qu'en plus, ils avaient rejoint la liste de l'UDI pour les municipales. Et ça s'est confirmé? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que Toufik pourrait vous expliquer mieux l'histoire que moi-même, puisque j'étais à l'extérieur. Et ça m'a monté la moutarde au nez, mais de façon extraordinaire, parce que je me suis dit, comment ça? Pas de liste de gauche à Haguenau. Parce que l'UDI, c'est pas la gauche, hein. Sorry, mais il y a aussi une frontière quelque part. Et il fallait se battre contre le Front National, qui faisait une liste, et qui d'ailleurs a fait un gros score, hein. Et donc, on a monté une liste et on a bien annoncé qu'on se battait contre les extrêmes et on avait un programme cohérent. On avait une liste cohérente parce qu'il y avait toutes les professions qui étaient représentées. Et puis, on a tranquillement passé un élu comme d'habitude. Que ce soit PS ou pas PS, je veux dire, on a passé un élu comme d'habitude. Et la punition étant toujours la punition, le PS sur la liste UDI n'a eu aucun élu. Donc, je me suis retrouvée de nouveau la seule de gauche au conseil municipal. Et de ta liste, il y a eu combien d'élus? Je suis seule, comme d'habitude. Non, en fait, c'était une élection en un tour. D'accord. C'est compliqué d'avoir... Parce qu'il n'y a pas les rabats voilà. Sur le deuxième tour. Voilà. Et on a eu la chance, on a quand même fait nos 8 et quelques. Et en un mois, avec une liste qui n'était pas préparée, qui n'a pas fait campagne, mais on a représenté la gauche et le socle de gauche nous a suivis. Alors concernant la ville d'Haguenau, nous avons entendu parler qu'il y avait un problème par rapport à une fermeture de classe, par rapport à des élèves qui sont en situation de handicap, et également des élèves qui participent à des cours qu'on appelle allo-langue. C'est des élèves allo-langue, oui. Allo-langue, donc qui sont en classe, des primo-arrivants peut-être? Oui, des primo-arrivants, ou parfois il y a des enfants qui sont simplement gardés par leur maman qui ne parle pas français, et donc leur langue maternelle, ils arrivent à la maternelle avec leur langue maternelle. Sachant qu'à cet âge-là, les enfants acquièrent très rapidement... la langue française. Voilà, ça demande juste un peu plus d'attention et de leur parler beaucoup pour qu'ils intègrent bien la langue. Et souvent, en une année de maternelle, ils ont acquis la langue. La seule chose, c'est que c'est comme pour les enfants en situation de handicap, les classes, les moins chargées elles sont, mieux c'est pour faire avancer ces enfants. Parce que ça demande beaucoup plus d'investissement. Voilà. Moi, un jour, j'ai été contactée par un membre de l'équipe pédagogique et des parents, dont un papa, d'ailleurs, qui d'origine étrangère. Hein. Et ce papa, on lui a refusé la réinscription de son enfant à Bilstockel en l'envoyant dans le quartier des Pins, sachant qu'on est à 10 minutes de voiture en pleine journée avec la circulation et sachant que c'est des enfants qui habitent à côté de cette école-là. Donc ce monsieur a plus ou moins contacté l'équipe pédagogique. En fait, ils ont refusé des réinscriptions dans cette école et ils ont touché à une classe pour faire une classe supplémentaire bilingue de moins de 20 élèves. C'est-à-dire les 3 classes sont maintenant moins de 20 élèves. Ils ont supprimé une classe monolingue. Alors que cette école avait obtenu cette classe supplémentaire en français grâce à ça. Parce qu'il y avait plus d'élèves francophones que bilingues. Et j'ai trouvé tellement regrettable. C'est là qu'à un moment donné, on fait une différence entre des convictions des uns et des autres. Ce que j'ai trouvé parfaitement regrettable, c'est que déjà, ça a été fait sous la pression des demandes de familles qui, elles, n'ont aucun souci ni d'apprentissage, ni quoi que ce soit, parce que voilà. Et on s'en est pris aux populations les plus fragiles, c'est-à-dire des enfants en situation de handicap et des enfants allo-langue.
Voilà, j'ai contacté l'académie, j'ai fait mon possible. J'ai même pas eu de retour de l'inspecteur d'académie. Il était censé me faire un retour, il l'a pas fait. Donc parce que il faut savoir que c'est là le danger, parce que la classe a été fermée. Et une suppression, quoi. Voilà. On a supprimé une classe monolingue pour ouvrir une section bilingue. Ça, c'est une question de personnel, des personnels de l'éducation nationale qui a été basculée. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est la fameuse loi qui permet aujourd'hui aux maires de décider des ouvertures et des fermetures. D'accord. C'est grâce à des lois comme ça. Vous savez, l'État centralisé pose peut-être un problème, mais dans certains domaines, trop de décentralisation vous accordez à un maire, un élu politique, le droit d'ouvrir ou de fermer des classes. Maintenant, c'est juste une parenthèse. Est-ce un hasard que le maire habite 50 mètres dans la rue de l'école? En fait, il a été dérangé par les bruits des élèves, je sais pas. Non, mais je sais pas si les élèves, il a su que c'était des élèves en situation de handicap ou aux langues. Mais en tout cas, je fais de la politique pour ça. C'est parce que je trouve que y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Donc mon rôle, c'est de râler, c'est vrai. Voilà, j'ai pas beaucoup de pouvoir, mais celui de faire du bruit, ça permet quand même de faire avancer les choses et que certaines choses ne se passent pas dans le silence le plus complet. Tout à fait, et surtout lorsqu'il s'agit de personnes démunies. Voilà. Et en situation de handicap. Voilà. Alors, souvent, nous terminons nos émissions avec un avis tranché. On laisse à notre invité un avis tranché sur ce que tu as envie, c'est-à-dire un message sur la ville d'Haguenau, sur la vie en général. Et on laisse à notre invité le libre arbitre de dire ce qu'il a envie de dire à la fin, comme les dernières phrases. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que il faut se repolitiser, pas forcément dans les partis, mais je vois une telle... En marche dans les... Non, non, mais je parle pas des partis politiques, mais il y a un tel dégoût de la politique actuellement. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est... restez politique, lisez beaucoup, lisez la presse internationale francophone, parce que souvent elle vous donne plus d'informations que la presse intramuros, et surtout votez, et battez-vous pour vos convictions, et sachez que la France n'est pas un pays pauvre, la France a des moyens, c'est ses choix qui font la différence. Et ne renoncez pas à vos convictions, et quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et surtout, dites-vous bien que c'est pas en renonçant à ces droits qu'on fait avancer les choses. Tous les droits acquis qu'on a pu avoir ici dans ce pays ont été faits sur les bases des luttes. Et ne laissons pas ces luttes, les luttes de nos grands-parents, passer comme ça aux oubliettes et baisser la tête et accepter tout et n'importe quoi. Il faut que ce pays retrouve un petit peu sa fibre politique, et il y a des politiques honnêtes et les choses peuvent se passer différemment. Tout est dans les mains des Français et de l'électorat. Voilà, alors n'hésitez pas à voter. En tout cas, c'est un joli message. Moi également, j'ai aussi un message pour nos téléspectateurs, nos internautes. N'oubliez pas surtout de partager nos émissions. Depuis une semaine, on a eu un bond, parce qu'il y a une autre équipe lyonnaise qui ont fait un reportage sur des manifestations à Lyon, et on a eu un bond de 1500 personnes en une semaine. C'est énorme. Mais notre soutien, c'est vos likes, c'est vos partages. Donc n'hésitez pas à partager nos émissions tout au long de la semaine. Celle, bien évidemment, de Média France TV. Et pour les mots de la fin, je vous dis donc à mercredi prochain, bien évidemment, avec un nouvel invité. Et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux qui vous sont proches, que vous les aimez. Et je vous souhaite une bonne soirée. À mercredi prochain. Au revoir. Au revoir.